c'était le... Bonsoir, bonsoir. Je vais vous expliquer tout à l'heure. J'étais en pleine discussion, désolée. Voilà, on est le 31, donc vous verrez l'émission après, on est le 31 janvier. Et donc je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter la bonne année. Je le fais, j'ai encore le temps, hein. C'est limite, mais voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de transition, de fin d'année, de nouvelle année, etc. Et que, les problèmes que connaît notre société ne vous abattent pas trop, que vous gardez quand même de l'énergie. Et puis je sais que vous allez entrer dans le carnaval, je sais. Hein? Donc ça a beaucoup d'importance pour nous. Nous n'avons pas trop droit à la parole, mais nous avons le droit de nous amuser, le droit de... Cet espace-là est libéré complètement pour les dominer, pour qu'ils se défoulent et qu'ils ne posent pas trop de problèmes à la société. Donc, si vous êtes concerné, défoulez-vous, restez quand même dans le civilisationnellement correct, parce que j'ai vu que notre société part un petit peu à la débandade, qu'on a tous les doigts, effectivement. Le corps a pris le dessus, c'est lui qui nous mène, et peut-être avec le corps, le sexe. Voilà. Donc, amusez-vous bien quand même, et puis... on espère, parce que on a eu beaucoup de retours pour certaines émissions, on espère quand même que beaucoup d'entre vous restent accrochés et ont envie de connaître, de savoir, de comprendre leur environnement, de comprendre quel type de problèmes nous touchent, nous menacent, sont à venir et comment éventuellement il paraît, parce que voilà, on n'est pas trop avec nos politiques, on n'est pas trop informés des catastrophes qui s'abattent sur nous. Parfois, nous sommes en plein dedans et nous ne les entendons pas se manifester ni prendre position. C'est très curieux parce que quand il faut les élire et les mettre en place, pardon, chers élus, vous savez retrouver la voie et trouver aussi les voies d'accès pour toucher nos populations. Donc voilà, un tout petit effort. Ça ne nous fera pas de mal. Maintenant, donc j'ai bien souhaité les vœux à vous tous. Je voudrais les souhaiter en particulier à Zouk TV, de nous permettre donc de vous toucher par nos réflexions. Vous avez toute une gamme d'émissions animées par toute une tranche des franges de la population de tous âges. Donc c'est important puisque chaque animateur a son public. Peut-être que les publics fusionnent pour certaines émissions, mais c'est important que vous ayez cette diversité-là, puisque ces voix ne sont pas ouvertes dans d'autres médias où la parole est contrôlée, ou en tout cas dire ce qui fait que nous sommes martiniquais, c'est difficile. Voilà, donc merci à Zouk TV, bonne année, bonne heureuse année ou excellente année à son directeur, Emmanuel Granier, et à Manuela, je vais vous l'avouer en secret, qui me fait beaucoup de misère. Voilà, ça c'est pour les bons vœux de bonne année. Mais non, je voulais aussi vous dire que peut-être que quand vous irez à Cultura, Californie, vous ne trouverez plus mes livres parce que je n'ai rien fait à Monsieur Le Curieux ni à Monsieur Copette, mais ils refusent de prendre mes livres. Je suppose que la décision ne vient pas d'eux et que voilà, il y a des gens plus haut passés qui continuent à persécuter Esmeralda, l'empêcher d'exercer son métier, l'empêcher de prendre la parole, l'empêcher d'être entendu dans l'espace public, l'empêcher de. Et aujourd'hui, voilà qu'on intruse mes livres pour prendre des décisions qui vont jusque-là. Mais, cher Cultura, faites vos affaires, hein, c'est votre magasin. Mais j'ai d'autres voies pour distribuer mes livres. Alors, je suis désolée, je le dis à nos téléspectateurs qui voudraient se les procurer chez Cultura. N'y allez pas, enfin, pas pour les miens, parce qu'ils n'y seront plus. Voilà.
Et puis, allez voir sur ma chaîne YouTube aussi, Juliette Smeralda, vous allez trouver des émissions très variées. Ça fait plus d'une dizaine d'années quand même que Raison Pratique existe, et il y a vraiment beaucoup de spécialistes qui sont venus vous raconter, vous parler de l'histoire, de l'identité, du monde, de l'Égypte antique, de notre société également. Voilà. Donc, n'hésitez pas, formez-vous, prenez le savoir où il se trouve, parce que je sais que vous n'aimez pas lire, donc peut-être que l'ostracisme de Cultura ne vous touchera pas beaucoup. Mais voilà, merci en tout cas de prêter attention à l'émission, puisqu'on a des réactions, des remontées. Ça veut dire que vous trouvez de l'intérêt aux problématiques que nous traitons. Voilà. Donc ce soir, aujourd'hui, je reçois deux invités que vous connaissez déjà, puisqu'ils sont les invités de la dernière émission, on vous parlait d'art à travers un ouvrage. Je ne sais pas si on peut revoir le titre, Manuela, Sociologie des arts et de la culture caribéenne, qui a été écrit par Catherine Blanchard. Bonsoir Catherine. Bonsoir Juliette. Voilà, donc c'est l'ouvrage que vous voyez à l'écran. Elle vous en a déjà parlé la dernière fois, donc elle ne revient pas aujourd'hui vous parler de ça, mais voilà, on s'est rendu compte que on n'a pas eu assez de temps pour, on va dire, explorer le sujet de manière plus endo-centrée, nous concernant plus dans notre vision de l'art, voilà. Et puis Bertin, que beaucoup de gens m'ont dit, ah, c'est mon ami, je le connais. Ils étaient très contents de vous voir, Bertin. Ça va? Ça va. Merci. Donc, est-ce que pour la bonne année, vous voulez dire quelque chose à nos téléspectateurs, tous les deux? Pour la nouvelle année, je ne sais pas si elle sera bonne, j'espère qu'elle sera bonne. Est-ce que vous voulez... moi, je peux dire une très bonne année occidentale, n'est-ce pas, au public martiniquais, oui, à la population martiniquaise, en sachant que pour moi, c'est la nouvelle année africaine qui compte. oui. Et c'est au mois de juillet. Ça va être au mois de juillet. Au mois de juillet, voilà. Donc, par contre, je respecte également l'année solaire, donc le 21 avril, le 21 mars plutôt. Oui, je commémore et je souhaite également la nouvelle année solaire. Non, c'est le mois. C'est le solstice du printemps. Du printemps, d'accord. Oui, ça se fait. Il y a celui d'été qui est voilà, ça se fait en Amérique du Sud, en Amérique centrale, oui. Ça se fait en Asie également et tout. Donc c'est beaucoup plus universel que l'année occidentale qui a été imposée en 1er janvier. D'accord. Bon. Et puis, bien sûr, le 14 juillet, 14, 15, 16, 17 juillet, qui est l'année Kamite. D'accord. Voilà. Et donc vous allez savoir, quand vous allez, le mois de juillet se pointera, que aujourd'hui nous vous souhaitons une bonne année grégorienne, voilà. Du calendrier occidental chrétien, d'accord. Donc notre date, celle qui est vraiment qui est issue de la civilisation dont nous émanons, c'est donc au mois de juillet. Au mois de juillet, voilà. On sera en l'an 6000. Alors 660, là, je ne l'ai pas encore 6659. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Et avec les Occidentaux, vous êtes dans l'année 2000. Avec les Africains, les Kamites, vous êtes dans l'année 6600, il me semble. Avec les Indiens, vous êtes dans l'année 5000 quelque chose. Oui. OK? Oui. Bon. Et Catherine? Bien, moi, j'ai aussi à cœur de souhaiter une bonne année. Toute date confondue, parce que je dirais même que j'espère que tous les jours qui se suivent et se succèdent soient de bons jours. Une nouvelle année, c'est aussi la continuation d'années, d'actions passées, et donc qu'elle soit belle dans la continuité. C'est ce que je souhaite à tous les Martiniquais, oui, Martiniquaises. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais laisser Bertin vous dire pourquoi on est revenu vous voir avec le même, on va dire, le même thème, mais présenté, prolongé. Oui. Alors, l'une des raisons principales
pour moi, c'est le fait que ce que l'on appelle les artistes plasticiens. Non, ça c'est la dénomination française, occidentale. Autrement dit, les artistes qui travaillent dans le cadre de la représentation ou des représentations visuelles, ici à la Martinique, sont très peu visibles et très peu audibles. On ne les voit pas et on ne les entend pas. Bon, alors... c'est volontaire ou c'est peut-être... Non, c'est pas volontaire, ça tient un peu à la configuration culturelle du pays, telle que cette configuration se présente par les dominants. Les médias officiels et les médias d'une manière générale, lorsque l'on parle dans ces médias d'art et d'artistes, en fait on parle de musiciens et de musique. Oui. Bon, c'est comme ça. C'est le contexte qui veut ça. Non, voilà. Le contexte, c'est le problème de culture des journalistes et des animateurs. Voilà. Si les gens n'ont pas cette culture-là, ils ne sauraient pas en parler. C'est vrai. Voilà. Et donc, je n'ai rien contre les musiciens, encore moins contre la musique, mais c'est le contexte culturel dominant qui veut ça. Bien, les artistes, en fait, ça se comprend aussi. Un artiste visuel, il faut se déplacer pour aller voir une exposition. La musique, elle est partout. Bien sûr. On ouvre la télé, on a le musicien, on a l'orchestre et tout. Mais même quand tu dis que la musique, on l'entend, qu'elle est omniprésente, en même temps, ce qu'on nous en présente, c'est pas très cultivé. Hein. C'est une musique pas très cultivée. J'ai l'impression que c'est plutôt du rythme, du bruit parfois, et il n'y a pas grand travail derrière ça. On l'a vu, bon, tous les autres ne sont pas dans le même... C'est le contexte dominant qui présente les choses. Oui, un grand applaudissement. Et donc, pour nous, là, c'est une première, oui, je peux dire que c'est une première. Je sais qu'il y a déjà eu des documentaires, par exemple, sur Victor Anissé, sur Louis Larouché et sur d'autres. Mais combien de Martiniquais ont vu ces reportages? Vous voyez? Bon, donc, c'est l'occasion pour nous de parler d'un créateur plasticien, enfin, je n'ai pas trop le mot plasticien, mais enfin, un créateur visuel, des arts visuels, qu'on le voit et qu'on le voit parler de son travail et de présenter son travail. En plus, sur une chaîne comme Zouk TV, qui accorde le temps nécessaire pour cela. Alors, par ailleurs, à l'occasion d'une exposition, de vernissage d'exposition, alors il y a une chaîne de télé qui vient nous visiter et qui nous donne 2 à 3 minutes. Oui, c'est ça. Voilà, 2 à 3 minutes. Et quand nous disons, mais pourquoi on ne peut pas en avoir plus, ils nous disent, mais vous savez, 3 minutes, c'est beaucoup. C'est énorme. Hein. C'est beaucoup. Hein. Je sais. Et puis, de toute façon, vous faites de la publicité gratuite. Bon, alors dans ce cas, on dit, bon, ben... Alors donc, là, pour moi, cette émission, c'est vraiment l'occasion de faire parler un créateur plasticien, que ce soit moi ou un autre, et qu'il parle de son travail, qu'il explique, qu'il expose son travail et que le public le voit en train de parler de son travail. On n'a pas précisé que vous êtes plasticien, ou que tu es, on va se tutoyer, que tu es plasticien toi-même. Tu l'as été à la retraite. Oui, je le suis. J'ai toute ma formation depuis le lycée technique, depuis 1963 jusqu'à 1974-75 à l'université Paris 8 Vincennes, ça a été consacré à cela. Art appliqué et art plastique. Alors, je ne sais pas s'il faut faire le point là-dessus, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, en fait, moi, je trouve que l'émission, c'est surtout l'occasion de mettre, de montrer qu'il y a formation, qu'il y a une technicité, qu'il y a une connaissance des choses, mais c'est surtout, à mon sens, l'idée de montrer comment on s'en dégage, comment cet enseignement-là permet justement de revoir, de revisiter les esthétiques autres, les nôtres,
comment elles nous permettent justement de voir que la représentation dans le mimétisme ne nous amène pas justement à créer ce langage, cette sémiologie, cette sémantique qui peut parler à beaucoup de Martiniquais, beaucoup de extra-européens. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça l'idée. Voilà, pour moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. Ouais. Oui. Attends, est-ce que, Catherine, tu as dit parler de la représentation dans le mimétisme, pour notre public qui nous écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des artistes martiniquais ont été formés ailleurs, en France, dans des écoles, voilà, très traditionnelles, on va dire, pour eux, et ont peut-être un peu de mal à se dégager d'un formatage. Et l'idée, ça serait de peut-être essayer de trouver un langage, une symbolique, un sens à ce que l'on fait, mais quand on se représente soi plutôt que quand on représente l'autre, ou quand on utilise des techniques qui sont, ou des matériaux d'ailleurs, qui ne sont pas partout, voilà, justement, qui se trouvent plutôt dans les pays du Sud global, parce que c'est l'environnement que les gens ont à portée de main, et donc ça paraît plus sensé de travailler de l'indigo que d'aller chercher je ne sais quelle pierre qui nous permettrait d'obtenir un bleu venant d'une autre région, puisque on sait aussi qu'on a travaillé à partir de minéraux, etc. Ici, on a tout. Mais tout ça, c'est pas inné. Comment, par exemple, quelqu'un qui voudrait se rapprocher de soi-même le saurait si on lui a jamais permis de se connaître à l'école ou à travers des artistes qui seraient des professeurs de façon même très informelle. Ça s'apprend tout ça. Parce que quand vous dites que oui, vous apprenez dans les écoles des Blancs, on va dire les choses comme elles sont, et que ça vous éloigne de vous, qu'est-ce qui nous ferait rester dans nous si aucune institution, aucune école, aucune tradition ne nous inscrit dans nous-mêmes? Comment on fait? La tradition, on a parlé un petit peu de Victor Anicet. On sait tous qu'il a participer à des fouilles archéologiques, c'était ici et maintenant, enfin pas maintenant, mais justement la découverte de créations amérindiennes, se dire que en réalité ici les artistes ont toujours créé, ont toujours eu des imaginaires, ne serait-ce que par cette mythologie zoomorphique, les animaux, etc., les représentations qu'ils ont, on les a trouvées, ça veut dire qu'elles existent. Simplement, c'est à nous de se dire que ça présente un intérêt, parce que justement, c'est là où nous vivons. Et c'est à partir de ce moment-là, quand elles sont ces découvertes, ces matériaux sont introduits dans le visuel que l'on veut réaliser, c'est déjà plus intéressant, comme je le disais, que de, je sais pas, montrer les falaises à Étretat. On peut aller en Martinique et voir des falaises et se dire que l'ambiance est autre. L'ambiance est autre, la végétation est autre. Enfin, bien sûr, mais je vois par exemple avec Victor Anicet, pour moi il y a des artistes effectivement qui ont exploré le patrimoine des autres peuples, ceux qui étaient là avant. Et c'est vrai qu'il est très axé, centré sur l'héritage amérindien, mais pour moi ça reste quelque chose d'extérieur. Comment les gens qui ont à s'identifier, se définir, etc., sans aller utiliser l'héritage des Amérindiens, parce que moi je ne crois pas, je vais peut-être beaucoup choquer, je ne crois pas que les Amérindiens nous aient influencés. Je crois qu'ils ont permis aux Occidentaux, aux colons français, de s'adapter, de vivre ici, de savoir quoi boire, manger, mais que d'abord les Africains mouraient beaucoup. Ils sont venus un temps après, même s'il y en avait un petit peu, mais ils étaient morts quand les autres sont arrivés. Je ne vois pas comment ils se sont transmis cette culture-là, et j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Donc je comprends qu'il y ait tout un pan de la population qui a une forme de spontanéité, de relation spontanée aux Amérindiens, et qu'il soit plus simple de fouiller cet aspect-là, parce que l'Afrique est restée bannie et de nos mémoires, mais aussi de toute forme d'appréciation, qui oserait dire je suis africain dans cette société-là. Oui, mais ça c'est un exemple. C'est un exemple.
on va parler de fromager sans doute, mais l'école Négro-Caraïbe, l'idée c'était quand même de montrer le lien, même si fier d'être martiniquais, le lien avec notre africanité, avec des symboles qui pouvaient être partagés, pouvaient être compris. Ça, c'était plutôt Louis Larocher qui faisait ça, voilà. Oui, donc ça dépend des auteurs. Mais tu commençais à expliquer quelque chose. Je voulais que, comme nous parlons d'un sujet un peu abstrait, parce que tu vas faire la différence entre l'art abstrait et l'art figuratif, pour que nos téléspectateurs qui nous suivent comprennent bien de quoi nous parlons. Parce que nous parlons d'aliénation, dès qu'il s'agit d'éducation, de tout ça. Mais vous êtes en train de nous dire aussi que l'aliénation, il faut la chercher dans l'art. Mais on la voit comment? Enfin, elle se détecte à la limite comment? C'est ça. Mais elle se détecte très bien, hein, très facilement, à partir du moment où on se considère comme étudiant. Je dis bien que étudiant, moi je me considère comme un étudiant, éternellement étudiant, un grimaud d'étudiant. J'étudie depuis que j'ai commencé, je suis entré à l'école à l'âge de 7 ans, et jusqu'à ce que je vais quitter ce monde terrestre, j'étudie. Et quand on étudie, on cherche, on analyse, on cherche à comprendre, mais aussi surtout à proposer, à faire des propositions, après avoir expérimenté, montrer que oui, nous pouvons faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour le monde. Bon. Donc, ce que je vais présenter cet après-midi s'inscrit en droite ligne de ce que tu viens de dire. Comment étudier et montrer autre chose que l'art occidental lorsque, justement, on est dans un contexte de domination occidentale. Ben, c'est toute notre promotion, et même ceux qui sont passés avant nous, Coco René Corail, Alexandre Bertrand, le groupe Négro-Caraïbe avec Larocher, mais eux, ils étaient en Afrique. Bien sûr. Ils sont rentrés en Martinique après. Voilà. Il y a eu le groupe, comment s'appelait ce groupe? Ils ont travaillé sur le paysage martiniquais, l'atelier 45. Donc il y a des gens qui sont passés avant nous, qui se sont posés des questions. Et même hors de Martinique, nous avons trouvé des artistes africains-américains qui se sont posés les mêmes questions que nous, avec les mêmes résultats visuels. C'est quand même curieux. Non, on ne connaissait pas du tout. Oui. Ça veut dire que, justement, il y a une problématique. Dès lors que l'on commence à s'intéresser à cette problématique, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions. Enfin, nous sommes en état d'exil, donc forcément, avec la mémoire, quelque chose comme que les colonisateurs ont essayé d'exterminer en nous. Tout à fait. Alors, donc, ce que je veux dire me concernant et concernant Victor Anissé. Alors, Victor Anissé, c'est vrai, il a beaucoup travaillé sur les populations autochtones de cette région. Il faut dire que depuis tout jeune, il a travaillé avec le père Pinchon à faire des recherches et tout. Mais quand il est rentré, il s'installait à la campagne, à Petite Lézard de Gros-Morne, dans un milieu d'agriculteurs, et il a commencé à travailler là, parmi ces gens-là. Tu vois, il s'est intégré à ce contexte, et il a fait émerger des choses. Des choses sont venues à partir de cette relation très particulière qu'il avait avec ces personnes. Bien. Et pour moi, c'est une référence. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Parce que, premièrement, ce que je viens de dire, c'est quelqu'un qui s'est intégré dans un milieu particulier. Pendant que nous faisions des études à Paris. Moi, j'arrive en 69, je le rencontre, il m'emmène à Petite Lézard et je vois le contexte. Donc, ce qu'il a créé, il ne les a pas créés dans un atelier à Fort-de-France. Non, il a créé chez Cocoy, monsieur qui s'appelait Marceau Dambeau, il y avait un monsieur Le Breton, il y avait pas mal de gens, dont un musicien, Vévé, qui a formé Silla à la flûte des Mondes, qui lui-même a formé Mona, etc. Mais c'était ce monsieur Vévé, je l'ai rencontré, je l'ai enregistré et tout. Donc, lui, il vient de milieu populaire, de pêcheurs.
Donc, il n'avait aucune difficulté à pénétrer ce milieu et à travailler dans ce milieu. Alors, bien sûr, lui, il est céramiste de formation. Il a voulu faire son diplôme sur les populations autochtones. Ici, on lui a dit non, il faut faire autre chose. Il a travaillé sur la céramique hispano-mauresque pour son diplôme. Tu comprends? Bon, et revenu ici, il se sent tranquille, libre. Il a travaillé sur ce qu'il connaissait depuis tout petit, donc sur les Kalinago. Bon. Mais c'est pas comment dirais-je, oui, c'est un choix de sa part, que je respecte, d'accord, mais il travaille à faire des espèces de comment ça s'appelle, de transversalité. Hein. Mais on ne le ressent pas dans son travail public. Si. Il faut dans ce travail public. Moi, je le connais, je dirais intimement, oui. Je le sais. Bon. Oui, tu le sais, mais moi je veux dire, dans ce qu'il donne à voir, dans les explications, dans les récompenses qu'il a aussi. Il a été récompensé plusieurs fois. Oui. Voilà, je ne sais pas ce que ça laisse comme trace par rapport à d'autres origines. Mais maintenant, il y avait une possibilité, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament d'une origine amérindienne. Il y avait une possibilité peut-être de rendre ça plus concret, de le définir autrement. Enfin, voilà. Oui, bon. On n'est pas là pour débattre de son art. Voilà. Maintenant, continue, parce que la question qui est posée, c'est pourquoi en fait on fait une deuxième émission sur ce sujet-là. Voilà. Donc, c'est de montrer mon parcours à moi, et les propositions que moi, je suis amené à faire. Oui. Bon, alors à quel moment, justement, je vais rompre avec une formation qui m'a été imposée. Académique. Académique. Classique. Et comment je vais proposer un autre regard sur nous-mêmes, et donc une autre représentation de nous-mêmes. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné? Oui, alors nous allons voir tout ça en images maintenant. Le déclic. Voilà. Alors je voulais demander à Catherine, voilà, donc pourquoi, c'est la même question, quel intérêt tu voyais à ce qu'on continue cette émission? Enfin, à ce qu'on aille plus loin dans la réflexion. Alors, Bertin Nivore a la particularité d'avoir créé un langage visuel. Et ce langage, en fait, il parle aussi de symboles, bien sûr, aussi de sensations, d'émotions, d'expériences de l'art, donc, et des expériences qui sont à partir justement du naturel, c'est-à-dire de la nature plutôt, de l'ancrage dans un paysage et les énergies qu'on peut ressentir quand on est sur un morne en Martinique ou près d'une rivière, etc. Donc il y avait aussi l'idée qu'à travers le visuel, l'image, on puisse ressentir un lieu. Et je trouve que être en mesure d'écrire un lexique, un alphabet quasiment, pour décrire cela, ce personnage-là, il est en émotion chaude parce qu'il a cette énergie. Au contraire, donc il sera plutôt rouge. Et celui-là, il est en émotion. Par exemple, dans la représentation Belay de danse, celui-là, il est en énergie bleue parce qu'il a perdu son énergie, il vient de prendre un coup. Et de pouvoir imaginer que tous les Martiniquais ou tous les peuples de la Caraïbe peut-être, et d'autres, et peut-être tous les Noirs, je ne sais pas, sentent ça, parce que c'est un langage qui est plus intuitif, qui est plus sensitif, et qui n'est pas du tout formaté. En fait, en réalité, c'est juste du ressenti. C'est vraiment une expérience visuelle qu'on peut écrire, enfin que Bertin a trouvé... Et pour nous, c'est intuitif, parce que les Africains, ils ont des définitions très précises de leur... Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'on passe de l'intuitif, donc du ressenti, à un lexique
Donc c'est pour ça qu'on parle de sémiologie. Oui. Vous allez voir tout à l'heure, sans doute, que il y a une graphie particulière pour décrire tel type de ressenti, tel type de représentation, etc. Et donc en fait, on peut codifier. Donc c'est très technique en fait. On peut codifier le discours comme si on écrivait une phrase, alors que c'est de la peinture, c'est du visuel. Ça peut être autre chose, ça peut être de la photographie aussi en fait en réalité. Et donc je pense que c'est intéressant pour les novices. Qui ont en fait un modèle, une méthodologie, si ça les intéressait, pour comprendre tel ou tel artiste. Et en réalité, beaucoup d'artistes le font. Ronald Cyril, c'est un Guadeloupéen. Il a une graphie qui rapproche peut-être de l'âme, d'accord. Mais il a des personnages qu'on peut identifier. Ce sont des personnages anthropomorphique, mi-homme, mi-bête, etc., des choses comme ça. Mais on reconnaît le Dorlis, on reconnaît ceci, cela. Donc on peut en fait rendre technique le regard qu'on porte sur les œuvres qu'on voit. Et ces œuvres-là, et ce dont elles parlent, c'est nous, en fait. C'est nous, c'est notre vie, c'est... Voilà. J'avais juste envie de faire une petite... c'est un petit aparté, on ne va pas discuter là-dessus, mais je m'interrogeais sur le fait que beaucoup de gens vont travailler sur les Amérindiens avec qui ils n'ont pas de vécu commun, et le fait qu'il y ait des Indiens aussi dans cette société qu'on ne voit nulle part. Il n'y a rien, aucune trace d'Indien, ni dans l'art, ni dans... C'est très curieux, et c'est en vous écoutant là que je me dis, mais c'est vrai, il n'y a pas de représentation. Donc, ça veut dire qu'on va travailler sur les Amérindiens dont on sait qu'ils ont occupé cette terre-là, même si on n'a pas vécu avec eux et que ça n'est pas vrai qu'ils nous aient transmis tout ce que nous croyons qu'ils nous ont transmis, parce que nous parlons autant de mots anglais que espagnol, que tout ça dans notre langue. Bon, bref, mais c'est intéressant aussi à interroger comme phénomène. Voilà, donc mais ça, c'est plus ici en Martinique qu'en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, la présence indienne, elle est beaucoup plus forte, et même dans les arts. Mais ils ne sont nulle part. Si, avec Kelly Sinapamari, par exemple. Non, il y en a qui sont chanteurs, il y en a non, c'est une plasticienne, enfin une artiste visuelle, qui travaille beaucoup sur l'indianité, justement. Mais c'est elle, en tant qu'indienne. Elle est indienne. Moi, je vous parle parce que, par exemple, notre ami là, il n'est pas amérindien. Bon, il a beaucoup travaillé sur... Non, je ne dis pas de se projeter soi en tant que personne, mais puisque je sens qu'il y a aussi peut-être pas une volonté, mais en tout cas que ça se manifeste, d'intégrer le territoire dans ce qu'il était, dans ce qu'il devient, etc. Même si je trouve qu'on a peu fait cas de l'Afrique vraiment, et que cette importance très majoritaire de cette composante de notre population n'est par rapport à ce qu'elle représente démographiquement, c'est très curieux, il y a peu de choses. Mais il y a une communauté, enfin minorité, etc., que moi je prends, que je considère comme des Martiniquais ou des Guadeloupéens, mais qu'on ne trouve nulle part. Et c'est pour cela que l'indianité existe et que ça crée des tensions entre nous, parce que c'était comme pour s'insérer dans les groupes sociaux. Les Indiens n'avaient pas de place. On les a empêchés. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une indianité qui me gêne, qui se développe comme si on était des peuples ennemis et que oui, il fallait faire de l'indianité. Et puis il se trouve que les élites, le pouvoir Macron, le maudit qui est la 5e puissance du monde, est en train de faire des pressions, et les Indiens de chez nous, de Guadeloupe, sont très soutenus par ces gens-là, puisque par nous, il n'y a pas un désir d'unité, il y a un désir de division, et c'est très, à mon avis, on a reconnu aux Indiens de Guadeloupe une association, je ne sais plus quelle... Et je dis, si les Guadeloupéens ne font pas attention, la Guadeloupe ne sera plus à eux. Parce qu'il y a d'autres forces qui entrent en jeu, sur lesquelles les Indiens qui se sentent différents et qui ont été tenus à la marge de ces sociétés, je trouve que c'est très dangereux. Donc, je voulais dire que le fait qu'il n'y ait pas de représentation au niveau de l'art, aussi de la musique et de beaucoup de choses, à part le fait qu'on mange un colbou ou un colombo,
Je trouve que ça doit nous interroger parce que cette non-intégration dans nos imaginaires, comme nous tous faisant un seul peuple, est en train de scissionner la société, nos sociétés. Bon, alors on continue. Donc nous, on était venus vous parler de pourquoi il fallait, comment le déclic qui s'est produit. Tu es formé académiquement par les Occidentaux et ton imaginaire est imprégné de ça. Et puis un jour, il y a un déclic. Voilà. Alors nous verrons ça en images maintenant. D'accord. Donc... Voilà. Alors, donc si elle peut nous envoyer les images, oui. Alors c'est le premier groupe dessin. Voilà. Alors voilà comment on nous apprenait à dessiner au lycée technique à Fort-de-France dans les années 63 à 66, d'après des modèles de statues grecques. D'accord ? Donc nous avons été formés avec cela et nous avons constaté, lorsque nous sommes arrivés à Paris en 1966, 1967, là nous découvrons des Africains. Nous voyons des Africains, pas vraiment pour la première fois, mais autant d'Africains, oui. Mais nous, vous ne voyez pas ici comme des Noirs, comme des Africains. Non, mais de voir un Africain venant d'Afrique, il y a un Africain qui travaille avec mon père à Saint-Pierre, mais c'est le seul que je connaissais. C'est le seul que je vois, enfin pas que je connaissais, mais que je pouvais voir. Autrement, on étudiait l'Afrique et les Africains dans les livres d'histoire et de géographie de France, de l'enseignement français. Mais quand nous arrivons à Paris, nous sommes avec des étudiants africains comme nous. Nous sommes sur les bancs de l'école d'art ou de l'université avec des amis africains, des amis brésiliens, des amis sud-américains, asiatiques, etc. Donc il y a une ouverture qui se fait. Et ça, c'est important. Nous découvrons le monde. Mais nous découvrons également Paris. Paris, pour nous, c'était la Tour Eiffel, c'était toutes ces images d'Épinal qu'on nous montrait de Paris. Et puis je débarque à Paris en automne. Les ravalements commençaient seulement. Donc tous les bâtiments étaient noirs. Noirs. De la pollution atmosphérique, avec les côtes, avec les fientes de pigeons, les côtes de chiens par terre. Tu comprends, un Martiniquais qui arrive et qui voit ça. Ah bon, c'est ça la plus belle ville du monde? Bon, donc ça c'est un choc là aussi. Des illusions, vous perdez des illusions. Ah oui, la désillusion. Bon, et puis on fréquente l'association des étudiants, la GEM, des étudiants qui sont là avant nous, qui sont dans une démarche de prise de conscience anticolonialiste. Bon, et donc nous commençons à lire Césaire, Senghor, la négritude. Nous découvrons que nous sommes des nègres. Tu vois? Mais c'est quand même important. Un mot qui était banni d'ailleurs. Ben oui, donc il y a une série de déclics comme ça qui se font, et puis nous découvrons d'autres anticolonialistes du monde. Bon, c'est la grande révolution culturelle prolétarienne en Chine. Avec Mao Tse-tung, le petit livre rouge, moi je ne l'ai jamais lu. Mais enfin, bon, c'était ça, c'était le marxisme-léninisme, c'était les trotskistes, bref. Et à l'époque, donc 1966 à 1968, avec les événements de 68, il y a un contexte mondial qui favorise cette prise de conscience. Mais le déclic ne se fait pas encore au niveau de la formation artistique. Et donc, après avoir été formé... Ça veut dire qu'avant, vous vous sentiez totalement français. Oui, mais totalement français. Totalement français. Tout ce que nous avons étudié de l'art nous vient de l'enseignement français. Nous étudions la Chine, c'est un Français qui nous enseigne la Chine. Lao Tse ou Confucius, c'est pas un Chinois qui nous apprend Confucius, non, ce sont des Français. Donc c'est un point de vue occidental. Oui, mais ça c'est le point de vue, mais au niveau de sa projection à soi, de son regard, vous vous sentiez français, blanc? Blanc, j'en sais rien, mais en tout cas français. Et on commence à se sentir nègre quand on lit la négritude, quand on fréquente des Africains, etc. Tu vois? Parce que nous ne sommes pas africains. Enfin, à l'époque, on ne se considérait pas comme africains, mais on commence à se considérer comme nègres. Pas Kamit encore. Kamit, ça veut bien après. C'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Tu vois? Et donc, nous sommes pétris
de cette formation et donc de cette façon de représenter un être humain. Et nous avons compris la chose suivante, c'est que nous étions incapables de dessiner un type négroïde de mémoire, comme ça, spontanément. Pour le crayon, et puis je dessine. Non. Incapable de le faire. Alors nous sommes dit, mais là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Mais le problème, c'est encore plus grave, tu verras. Alors, c'est les dessins qui viennent après. Voilà. Alors, nous sommes un groupe d'étudiants, dont lui, là, j'ai réalisé son portrait. C'est notre ami Raymond Sinamal, qui est décédé déjà depuis quelque temps. Bon, nous nous sommes mis à poser les uns pour les autres, n'est-ce pas, et à apprendre à dessiner un type de votre. Voilà, ouais. Pour apprendre à dessiner un nègre. Alors, après, c'est portrait d'une femme noire, voilà. Bon, moi, j'aimais beaucoup travailler avec une craie, une question technique, avec une craie d'art qu'on appelle la sanguine, voilà. C'est très chaud, ça donne beaucoup de modelé au dessin et tout. Encore portrait de femme noire, voilà. Et puis, je me dis, bon, ça y est, maintenant, je sais dessiner des nègres, des types négroïdes. Et je me mets à dessiner des types négroïdes spontanément, sans problème. Et puis un jour, j'étudie l'histoire de Hollande, de la période de la Renaissance hollandaise, et je vois des dessins de Rembrandt et de Rubens, 16e, 17e siècle, représentant des Africains et à la sanguine, comme moi je le fais. Alors, quelle est ma réaction première? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils dessinent des nègres comme nous. Et puis je me dis, mais espèce de con. Mais non, c'est toi qui dessines comme eux, parce que ce sont eux qui t'apprennent à dessiner. Et là, je me dis, bon, ben, tu vois, le problème il est encore plus grave. Je crois m'en être sorti. Eh ben non. Pourquoi? Parce que j'ai été formé à une vision du monde, à une conception de la représentation qui est occidentale. Hein? Et donc, à ce moment-là, je me dis, bon, là, je ne suis pas sorti de l'auberge. C'est le cas de le dire. Oui, tu n'es pas sorti de l'auberge, mais c'est tellement important et intéressant ce que tu dis, parce que j'étais à une conférence avec Labur Tolra, qui est quand j'enseignais à l'université Strasbourg 2, et il était venu faire une conférence. Il parlait bien sûr beaucoup d'Africains, parce qu'il était anthropologue de l'Afrique. Et il parlait des représentations. Et je lui disais, voyez, l'Afrique a produit ces formes, on les a vues, des personnes extrêmement musclées, en bonne forme, etc., qui impressionnaient par leur stature. Et je disais, et l'Afrique ne s'est pas représentée comme ça. Et dit, par contre, les Blancs qui n'étaient pas du tout comme ça, ils se sont représentés sous des formes d'Apollon, de Jean, etc. Et je lui dis, mais regardez les Africains. Au contraire, ils ont rapetissé, et ça n'a rien de figuratif en fait. C'est symbolique, ça représente. Donc, et les Africains qui sont énormes, baraqués, c'était les vrais Apollons qui ont impressionné les Grecs. Eh bien, ils se sont représentés eux en copiant les corps des Africains. Et je dis, cette volonté de se présenter dans des statures aussi énormes était significative de quelque chose. Hein? Donc, on a effectivement une vision de la représentation qui, pour les Blancs, pallie à quelques... peut-être des déficits pour eux. Et chez les Noirs, au contraire, ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont, c'est pas ce qu'ils représentent. C'est pas ce qu'ils représentent. Et c'est très important. Donc, ça s'appelle l'usurpation, peut-être? Mais je ne sais pas, mais c'est important d'interroger ça. Comment on se représente et est-ce qu'il s'agit de se projeter? Parce que ça, c'est assez égocentrique ou je ne sais pas. Mais c'est pas ça que l'art africain présente. Et c'est pour ça que ce que tu viens de dire là, ça m'a rappelé cette conférence et je sais pas, je sentais qu'on était deux mondes totalement différents. Tout à fait. Voilà. Et donc là, je suis bloqué à ce moment-là. Parce que je ne me pose pas la bonne question. C'est ça. Tu vois, la bonne question, elle vient après.
Bon, mais avec les expérimentations. Alors, donc, je mets de côté le dessin et je fais des recherches en peinture. Je me dis là, bon, nous avons une nature tropicale, nous avons une ambiance très particulière. C'est pas ce qu'on nous apprend dans les écoles européennes comme gamme de couleurs. Autrement dit, les gammes de couleurs que l'on voit en automne et en hiver, c'est-à-dire ce que l'on appelle les gris colorés. Nous, ce sont des couleurs vives. Un peu les gammes de vert que nous avons dans notre paysage, on ne voyait pas ça, à part quelques mois en été, on voyait ça. Mais la gamme ou les gammes de couleurs qu'on nous enseignait dans les écoles d'art, donc aux arts appliqués, puis aux beaux-arts, etc., c'était les couleurs de l'automne et de l'hiver. C'est ça. Mais tu avais ça dans 100 ans de solitude, cette couleur, cette végétation. Voilà. C'est un Colombien qui avait écrit ça, comment il s'appelait, tu vois? Et c'est là qu'on voyait qu'on pouvait parler de notre nature. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me penche sur la couleur, l'étude de la couleur. Bien. Et donc, ce sont les images qui viennent après. Voilà, recherche picturale. Recherche picturale, alors là, je travaille un peu avec les souvenirs de paysages qu'il y avait en Martinique. Donc, ça, c'est un paysage du sud et avec où on voit deux travailleurs qui, deux agriculteurs, deux cultivateurs ou encore deux habitants, qui vont au travail. Mais alors, le modèle que j'ai, mes références, je n'ai pas de référence de Jean Yerpin ici, tu vois, mais je me réfère à Gauguin, à Van Gogh, qui avait une façon de travailler la touche et de travailler les vibrations de la lumière. On sent que ça vibre comme ça vibre ici. Bon, et puis alors, donc il y a cette première image. C'était d'ailleurs souvent en été, des paysages d'été qu'il peignait. Et puis il était dans le sud, en Provence. Voilà. Alors l'image d'après, voilà, où il y a une gamme de jaune plus importante, pour montrer vraiment la chaleur. Et à un moment donné, je me dis, oui, mais ça c'est du Van Gogh, c'est pas nous. Tu vois? Et puis alors... Oui, on se représente pas notre nature comme ça. Voilà. C'est ça. Et donc après, je passe à Gauguin. Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Ça. Les paysages m'ont frappé. Voilà. C'était vraiment nous, quoi. Voilà. Et après, je me réfère à Gauguin. Pourquoi Gauguin? Parce que je suis en France, là. C'est ça. Je ne suis pas ici. C'est ça. Tu es exotique à l'envers. Voilà. Donc, je me réfère à Gauguin parce que je me dis, Gauguin, il est passé sous les tropiques. Il est venu ici. Mais oui, il a travaillé en Polynésie. Et on sent vraiment l'atmosphère tropicale à travers ses couleurs. Mais plus que ça, il entre dans ce qu'on appelle le mana. L'esprit du lieu, avec toute la spiritualité du lieu, etc. Donc, les peintures qui viennent après, c'est la marchande de poissons. Voilà. Alors, la marchande de poissons, alors il y a beaucoup de couleurs, des couleurs vives, et en plus, ce qui était particulier à ce moment-là, c'est que dans ces années-là apparaissent les couleurs fluorescentes. Les gouaches acryliques, avant on avait des gouaches en petits tubes de gouache, mais là c'est des pots de couleurs et avec des couleurs fluorescentes. Donc en mélangeant les couleurs fluorescentes et les autres couleurs, ça donne plus d'éclat, plus de luminosité, de chaleur, tu vois. Donc ensuite il y a ce coup de main. Mais alors c'est un coup de main, d'accord, mais c'est pas ce que tu soulevais tout à l'heure, c'est une représentation plus symbolique que figurative. Alors, on s'attarde un petit peu là-dessus. On voit les gens, les cultivateurs, les habitants qui travaillent avec leur houe, la houe. La houe, elle est rouge. Elle est rouge, pourquoi? Parce que la partie métallique. Voilà, la partie métallique qui travaille, donc qui chauffe. C'est l'énergie, tu vois. En face, il y a un tambouiller et deux chanteurs, bon, et qui donnent le ton. On voit le tambour, c'est un jaune d'or. Le jaune d'or, c'est la lumière, la force, l'énergie qu'il envoie, n'est-ce pas, vers ces travailleurs dont les chapeaux ont la même couleur que ce tambour. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'énergie
pour pouvoir travailler. Et le paysage qui est derrière, on voit par exemple à droite, l'homme qui est assis à droite, au-dessus de lui, il y a un arbre qui est rouge. Bon, on peut trouver ça, un flamboyant. Flamboyant. Oui, il y a des plantes comme ça chez nous qui sont décoratives. Mais là, ça représente un ancêtre. Ok. Comme dit les ancêtres qui sont partout, ils sont dans les arbres, ils sont dans le paysage, ils sont dans la terre. Donc ils sont là. Il est incarné dans un arbre. Et vous voyez à côté des arbres avec le tronc très clair, bleu, un peu comme si ça danse aussi. Donc il y a déjà une volonté de représentation symbolique, mais toujours en étant dans le figuratif. Hein? Bien. Alors, ça commence déjà à changer. Oui, tu avances. Est-ce que, on va demander à Catherine, oui. Catherine, est-ce que ce genre de déclic s'est produit en toi? Tu as senti aussi à un moment que tu étais dans une manière, une projection totalement hors de toi, hétéronome, en dehors de toi, et est-ce qu'il y a eu un déclic aussi, ou qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ou oui, dans ta manière d'aborder, parce que tu as interrogé beaucoup d'artistes, et je suppose que ce questionnement-là faisait partie aussi de tes préoccupations, non? Moi, de toute façon, je me suis toujours sentie, comment je peux dire ça, appartenir à un lieu où je n'étais pas. Et quand je suis revenue, quand j'ai commencé à travailler avec les plasticiens martiniquais, guadeloupéens, etc., j'ai bien compris que on avait une sensibilité qui était identique, et être en Martinique, pour moi, je sentais que c'était chez moi, tout simplement. Donc je voyais pas tellement l'intérêt de travailler sur quelque chose qui nous représentait pas, tout simplement. Pour moi, c'était évident que l'intérêt pour les plasticiens, c'était justement de raconter leur histoire, c'était de comprendre pourquoi le coco est un matériau intéressant. Enfin voilà. Moi, le déclic, je l'ai eu en fait quand je suis partie à l'étranger, j'ai vécu en Angleterre un peu, et on m'a demandé where are you from? J'ai dit France. Non, where are you from? Oui, je connais. Originally. J'ai dit Martinique. Yes, that's what it is. Et ça change tout. Et en Grande-Bretagne, les communautés sont diverses, mais intégrées. C'est-à-dire les Jamaïcains, ils font leurs affaires, tout le monde vit sa vie. Et c'était la première fois que je voyais des présentateurs télé avec des dreadlocks jusqu'aux fesses et aucun problème. Et je me suis dit, j'ai découvert la liberté. En fait, j'ai découvert que j'étais dans un carcan et que, en fait, je suis noire. Et que c'est une super aventure parce que dans d'autres pays, le fait d'être noir, c'est une liberté. C'est une liberté parce qu'en France, le fait d'être noir, c'est pas pareil. C'est bien ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Pas pareil. Mais c'est passionnant. Enfin, je ne sais pas si nos téléspectateurs restent accrochés. Peut-être qu'on a un débat un petit peu abstrait, mais écoutez, vous allez voir, ça nous concerne. Là, on utilise le biais de l'art pour vous expliquer comment on peut être tellement domestiqué qu'on passe à côté de soi. On voit pas, parce que s'il faut aller à l'étranger pour découvrir qu'on est noir ou qu'on n'est pas français ou qu'on n'est pas blanc, etc. Écoutez, le type de construction que c'est, si c'est pas, je ne sais pas moi, quelque chose de vraiment terrible, même à se représenter. Il faut que vous ayez ce souci-là d'essayer de comprendre comment vous êtes construit. Et c'est ça, la destruction. Notre éducation, notre formatage est en fait une destruction, mais méthodique, de ce que nous sommes, qui nous convainc que nous avons à apprendre la culture de l'autre parce que nous n'en avons pas, et que petit à petit, nous nous identifions tellement que nous fusionnons avec des gens
qui ne sont pas nous, avec des réalités qui ne sont pas nous. Et c'est ce que Bertin est en train et Catherine sont en train de vous expliquer. Comment tout d'un coup, je découvre que je ne suis pas celui que je croyais que j'étais. Et pourquoi cette rencontre avec un autre moi-même qui n'est pas moi? C'est effrayant, mais c'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Parce que l'aliénation, elle est faite de ça. Je sais qu'il y a des gens, quand on dit qu'ils sont aliénés, qui ont envie de casser la baraque. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire. Êtes-vous vous-même et savez-vous que vous n'êtes pas vous-même. Et pour être vous-même ou devenir vous-même, par quoi est-ce qu'il faut passer? Donc on écoute encore Bertin. Oui, alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu viens de dire et ce que Catherine vient de dire, c'est que ce déclic, il a été fait aussi grâce à certains professeurs, dont un professeur de peinture que nous avions. Il est décédé, ça doit faire environ une dizaine d'années. Il s'appelait monsieur, je peux dire son nom, les camarades qui m'écoutent, notamment Ernest Broller, il va se reconnaître à travers. C'était un certain monsieur Aramburu, quelqu'un de très branché à l'époque, tu vois. Mais c'était pas le genre artiste bohème comme on voyait souvent dans les écoles d'art aux Beaux-Arts. C'est quelqu'un qui était très bien tenu, mais qui avait les cheveux longs et tout. Et puis un jour, alors nous étions en 4e année, et il analyse les dossiers des étudiants. Alors il demande à tout le monde de mettre les travaux par terre. Alors nous mettions Ernest et moi, nous mettons nos travaux par terre et tout. Et puis, il regarde d'abord tous les étudiants français. Et puis, il nous regarde, il regarde notre travail. Il nous dit, c'est vous qui faites ça? Nous dit oui, mais vous venez d'où? Nous venons de Martinique. Ah bon? Vous venez de Martinique, pays de soleil, de couleurs, d'atmosphère, de vibrations et tout. Et c'est ce que vous faites. Autrement dit, les couleurs de l'automne, de l'hiver et tout ça. Eh bien, figurez-vous que depuis ce jour, ce monsieur, chaque fois qu'il avait cours avec nous, il nous emmenait au Jardin des Plantes, à Paris. D'accord. Alors nous, il nous déposait, je dis bien, il nous déposait à la grande serre du Jardin des Plantes, qui est une serre tropicale, et puis les autres pouvaient aller un peu partout à la paléontologie. Toutes les fois, on avait cours avec lui, il nous envoyait. Donc voilà, un étranger qui vous amène à la rencontre de vous-même. À la rencontre de nous-mêmes. Mais il faut dire que le déclic avait déjà commencé chez nous. Oui, mais il a compris qu'il fallait qu'il vous... C'est une manière de vous faire, de vous ramener justement. Alors que les autres professeurs, non. Au contraire, l'assimilation était leur doctrine. Voilà. Oui. Et donc, nous passons à l'image suivante, l'Adja. Voilà. Alors, je considère cette petite peinture comme étant ce que l'on appelle en philosophie la coupure épistémologique. Tu as mis l'année? Comment? C'était quelle année, ça? Ça, c'est 1969. Ok. 1969. Donc... Coupure épistémologique. Alors, en philo... Donc, tu dis à nos téléspectateurs que tu romps avec une tradition et tu vas passer à autre chose. Voilà. Alors, cette peinture-là, c'est le moment où l'on bascule, où je bascule vers une autre forme de représentation. Je suis toujours dans une représentation figurative, avec les couleurs comme symboles, les arbres, les plantes, etc. Tout ça, c'est très symbolique. Ça n'est plus seulement une peinture figurative, mais c'est un combat d'armier. En combat d'armier, il y a deux personnes qui se battent. Il y en a un qui est rouge, c'est celui qui donne le coup. L'autre qui est bleu, c'est celui qui prend le coup. Reçoit, Donc il peine toute force, il blé, on en misait blé. Et l'autre qui est rouge, qui a l'énergie et qui va frapper. Et l'autre, son énergie. Alors là, j'ai tendance à vouloir monter sur l'écran, mais en dessous du personnage bleu, il y a une grande tache rouge. C'est son énergie que reprend la terre. D'accord. Bon, alors les arbres à côté qui chantent, qui dansent et tout. Et puis, là où se trouve ce que j'appelle la coupure iconographique. L'iconographie. Bien sûr. Voilà. À quel moment je fais la coupure avec une représentation qui est tout à fait autre que la représentation occidentale. C'est les personnages qui sont en dessous là, qui assistent
ou Ladia, et on voit dans leur tête des signes. Alors, ces signes, c'est quoi? Alors, c'est pour se poser la question, déjà les couleurs des gens. Alors, il y en a qui sont rouges, donc ce sont les favoris de celui qui donne le coup. L'autre, il est bleu, c'est le favori de celui qui prend le coup. Et donc, les gens sont en osmose avec... Partagés, ils sont partagés aussi. Ils partagent, etc. Mais les signes qui sont sur la tête, là, la représentation de la tête, c'est là le déclic. Okay. Oui. Et laisse-moi te dire, moi je suis étonnée, ça c'est des choses qui sortent de ton imaginaire. Oui. Ça veut dire que ce que tu es capable de reproduire, c'est ce que tu as vu vivre ou que tu as vécu. Mais est-ce que les bourgeois chez nous qui n'ont pas ce type de réalité, qui n'ont pas vécu, ont cet imaginaire-là? C'est une question que je me pose beaucoup parce que tu sais la rupture entre l'élite et le peuple. Parce que en général nos élites sont assez vides, mais c'est pas forcément martiniquais parce que elles se nourrissent d'autre chose que de la culture populaire. Donc je me demandais, est-ce que nous pouvons parler d'une représentation nationale, qui soit vraiment une représentation de notre peuple dans sa grande diversité, quand tu vas, parce que là tu es dans la souche, dans la racine, le ballet, les gens qui dansent, les énergies, tu es dans une... Et je ne sais pas si parmi tes amis, il y en avait qui étaient de milieux plus bourgeois. Dans le milieu étudiant. Oui. Les autres étudiants, ils ne partageaient pas tellement ça. Ah, c'est ça. Et on le verra avec le nègre marron. D'accord. Tu vois? Oui. Les différentes représentations que j'ai faites du nègre marron, c'est un peu plus loin. Et à l'époque, le nègre marron avec le coutelas, tu vois, c'est devenu universellement martiniquais. D'accord. Pour paraphraser. D'accord. C'est à l'aïe en main, c'est à l'aïolé. C'est ça, ça leur parle quand même. Ça leur parle très fort. Un petit bout de mémoire qui a survécu je ne sais pas quelle mémoire, mais en tout cas, cette représentation figurative de l'homme avec son coutelas et la chaîne coupée, c'est à l'aïolé. D'accord. Ça a été toutes les classes sociales. Ça a été repris, reproduit en autocollant sur les voitures, etc. Et tout, tu vois? Par contre, on verra tout à l'heure qu'il y a deux autres représentations. C'est à là, il n'y a pas qu'à passer. Ils n'en veulent pas, parce qu'elles n'en veulent pas. D'accord. Alors, pour qu'on ait le temps de voir toutes tes images, on les verra, oui. Alors, donc, à partir de l'Adia, se pose la question, comment sortir de la représentation figurative et passer à une représentation symbolique. Et sans que ce soit vraiment abstrait. Alors, camarades, chers amis, figuratif, ça veut dire qu'on représente la personne avec ses traits, etc. Et symbolique, c'est, voilà, on suggère, on donne, c'est à vous, parfois, d'aller chercher le sens. On ne vous le donne pas tout fait. Quand c'est figuratif, c'est là, vous voyez, si c'est une personne, vous savez, un serpent, c'est un serpent, etc. C'est figuratif, c'est représenté tel que dans la réalité. Et c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser à notre langue dite créole. D'accord. À la façon dont cette langue fonctionne, avec des métaphores, et je dirais des paraboles. Un conte, c'est un parabole. C'est une parabole, avec un complexe de métaphores. Donc, la métaphore, c'est la forme fondamentale de notre système de pensée. Absolument. Nous n'avons pas une forme de pensée rationnelle. Si, nous regarde avons... le proverbe. Comment nous utilisons les proverbes, c'est fantastique. Absolument. Donc, je me réfère à la langue. Pourquoi à la langue? Parce que je me dis que là, si je dois avoir des références, c'est des références venant de nos ancêtres. De nos ancêtres africains. Alors, je dirais Kamit maintenant. Je peux parler de Kamit maintenant. Donc, je dirais toujours Kamit africain. Bon, je me réfère à eux et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme traces, et pas seulement traces, mais comme pensée. Comment ils nous ont transmis leur pensée. Ou leur manière de penser. Leur pensée, leur manière de penser. Parce qu'elle est particulière. Oui, tout à fait. Le proverbe est particulier. Tout à fait. Et donc, dans cette
dans cette configuration qu'est le système colonial esclavagiste, mais répressif. Absolument. Très répressif. Eh bien, c'est là où il fallait marronner. Marronner, c'est pas prendre aller en bas boire. Marronner, c'est marronner par l'esprit, par la parole, par la musique, par la danse et par tout cela. Donc, deux métaphores qui traduisent bien la pensée de notre langue dite créole, c'est derrière parole qui nie parole. Ça résume très bien la métaphore. Et la parole voilée aussi. Voilà. Elle est typiquement c'est derrière parole qui nie parole. Parole voilée. C'est pas ça qu'on attend qui parole là. Il faut aller chercher derrière. Absolument. Bon. Et puis, c'est derrière monde qui nie monde. Oui. L'on comprend. Elle est voilée. Lorsque vous croyez avoir atteint le sommet. Ah ouais. Mais c'est aussi le sens. Hein. Si tu n'as pas la clé pour décoder, tu ne comprends pas. Mais on te parle, tu as l'impression de comprendre. Mais on te fait savoir que puisque tu n'as pas la clé, tu n'es pas un initié, tu ne sais pas ce que la parole a signifié. Voilà. Mais c'est très puissant et dommage qu'on n'ait pas exploré davantage. Ben oui, donc le proverbe. Les gens parlaient beaucoup avec des proverbes. Les gens racontent une histoire et puis ils placent des proverbes comme ça, des moments clés. Ça résume tout. Mais c'est un mode de transmission des connaissances. Absolument. Le proverbe qui est donné là, c'est une clé qu'on offre à ceux qui écoutent. Mais ce n'est pas une transmission passive, parce que tu dois trouver le sens de ce qu'on est en train de te dire. Un mot couvert. Oui, c'est toi qui dois aller chercher le message. Absolument. Le message, il se trouve en toi. Comme on dit, c'est Tchao Ramenéon. Bon, on te donne une parole et puis on ne te donne pas la réponse. Et notamment les titimes, c'est les plus forts. C'est les plus forts. Tu vois? Et donc, on te pose une question, on ne te donne pas la réponse. Tu dois aller chercher la réponse par toi-même, par l'expérience que tu feras de la vie. Et à travers le titime, le proverbe, il y a des clés. Si tu sais reconnaître la clé, tu sauras quelle porte ouvrir. Tu sauras décoder. Et Catherine, comment tu as eu accès à ce genre cette partie de notre, on va dire de notre langue, mais c'est une langue très codée. Et en Afrique aussi, on ne te dévoile pas le sens. Tu dois le trouver, mais pour ça, il faut que tu sois initié ou que tu aies accès à un certain nombre pas forcément de secrets, en tout cas. Tu as connu ça dans ton rapport, parce que tu nous as expliqué que tu étais né ailleurs, et donc. Mais j'avais envie de comprendre. Quand il arrivait que la famille se réunisse, j'écoutais pour essayer d'apprendre déjà. Et puis on avait des disques qui racontaient des histoires en fait, Tiboubou et Johnny Gray, des choses comme ça. Et en fait, j'avais compris que effectivement c'était un langage de la métaphore, un langage aussi pour pas que pour s'amuser, mais qui avait un aspect très très, je veux dire, jovial. Oui, aussi, mais pour se protéger aussi. Pour se protéger. Tu peux dire des trucs très importants. Ça, je l'ai imaginé parce que j'ai pensé dans la plantation, j'ai imaginé que le seul moyen de communiquer, c'était la parole voilée. Parce qu'on pouvait sans doute, on était en danger. Exact. Donc en fait, tout devait se faire de manière intelligente. C'est ça. Mais non comprise par l'autre. Et puis il y a cette tradition qu'ils ont déjà depuis l'Afrique. On ne parle pas, on ne dévoile pas le sens. Il faut que l'autre en face le trouve. Et c'est une manière aussi de se protéger, parce que si ce sens est compris par tout le monde et immédiatement, on est en danger. C'est important. C'est le mode de transmission initiatique. Oui, et puis on va dire subliminal. Parce que tu n'as pas accès à un code décrit, à quelque chose de très, comment on va dire ça, à un narratif bien. Ça se passe. C'est pas la raison. Tu n'as pas la raison analytique et c'est à toi. Donc c'est tout un lien que les gens entretenaient d'ailleurs avec leurs enfants quand la mère n'avait pas. Mais c'est très important parce que c'était essentiellement du côté du père qu'on trouvait cette tradition,
Et le père a été beaucoup déficient. C'était dommage. Je pense que ça a fait qu'on a perdu. Mais c'était très curieux parce que c'était le père qui avait on va dire, ce patrimoine-là. Oui. Alors, je peux poursuivre en disant que elle a parlé de musique, tu as parlé de musique, tu as parlé de musique aussi. Oui. Eh bien, à ce moment-là, moi j'avais deux disques que j'écoutais souvent, 2 albums. C'est un album de Thiaïul Grivalier. Oui. Il y avait 3 contes, Jean l'Esprit, Jean Lissotte, La Belle Hélène, et puis Mon Caïné, Beau Fond, l'Horizon. Et il y avait tous les morceaux de Ladia, de Bel Air, etc. Quand je travaillais, j'écoutais cette musique-là. Et aussi un disque de Vélo. Vélo en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe. Voilà. Et les paroles de ces musiques traditionnelles, c'est ce que j'avais vécu à la campagne. C'est ça. Mais Mona aussi, il nous a transmis ça. Oui, Mona. Oui, et donc, Mona, il est venu un peu après. Hein. Oui, mais je veux dire l'intensité, la densité du message, c'était important. Mais Thiaïul Grivalier et Vélo en Guadeloupe, je cherche vainement cet album de Vélo, mais je vais le trouver. Je l'avais en vinyle. Et donc, j'écoutais tout cela. Donc, l'atmosphère de la campagne, la vie de la campagne, tout ça, ça remontait en moi. Tu vois, et ça me permettait de travailler. Alors, nous passons aux images suivantes, là. Alors, je te précise, il nous reste... Oui, non, nous avons du temps. Un petit quart d'heure. Un peu plus on n'a pas... Non. Tu as regardé, bon, parce que... 1h25 minutes. Je suis en train de regarder. 1h25, bon, ok, mais vas-y. Alors, nous avons l'image suivante. Recherche de signes, voilà. Donc, à ce moment-là, colonialisme. Voilà, je passe tout à fait à une autre forme de représentation. Donc, de la métaphore linguistique, je passe à ce que j'appelle la métaforme. Autrement dit, la métaphore qui est du registre de la langue, je passe à ce que j'appelle parole pousier. Parole pousier. La métaphore, dans notre langue, c'est en parole pousier. Et l'autre, c'est parole poutane. Pousoreille, oui. Voilà. Et donc, là, bien sûr, on est en pleine prise de conscience anticolonialiste, et j'essaie de représenter le colonialisme par des signes. Alors, d'un côté, en haut à gauche, vous avez un oiseau rapace qui tient entre ses pattes un animal, là c'est un mangouste. À côté, c'est un gros serpent blanc qui cherche à avaler un petit serpent noir. Tu vois? À côté, il y a des gens qui sont derrière des barreaux, enfin, on voit des masques qui sont derrière des barreaux, et puis tout à fait en bas à droite, vous avez des gens qui sont derrière, que l'on voit derrière qui sont des cibles. C'est-à-dire, quand on pointe le fusil, on le voit derrière. Bon, alors c'est tout ça. Et puis, en haut, vous avez un gribouille. Vous avez une sorte de graphisme, de gribouillet. C'est tout ce qu'on entretient comme confusion autour de tout ça. Donc, commencez à parler avec des signes, très simples. Pas par de la figuration. Alors, image suivante, c'est RS2. Voilà. Alors, voilà encore une autre représentation tout à fait symbolique, toujours du colonialisme. C'est un combat mangouste et puis serpent. Un combat mangouste et puis serpent. Le serpent, c'est un animal qui est très mal vu ici. C'est une mauvaise bête. D'ailleurs, on ne nomme pas son nom à cause de ça. Alors ça, c'est dans notre imaginaire. Hein. Tu as dit c'est en cravate? Oui, alors on dit cravate, on dit bête longue là, on dit mauvais bête là, etc. Hein? Et puis, vous avez la mangouste qui va l'étrangler là. Voilà. Alors la mangouste, c'est nous. Alors déjà, la représentation de la mangouste, ça n'est plus la mangouste figurative, c'est déjà, ça se rapproche déjà de ce que l'on voit en Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs, dans les populations précoloniales. Bon, je ne veux pas dire précoloniales, dans les populations traditionnelles, avant la colonisation. Donc, il y a cela. Et puis 2 couleurs, un rouge-orange en haut, à gauche, et en bas à droite, vous avez en blé, en l'amisère blé. En l'amisère blé. Donc l'amisère blé, la misère n'est pas une fatalité.
lorsqu'on dit en misère blé, le blues, etc., c'est la misère. Mais la misère n'est pas présentée comme une fatalité ici, qu'on peut combattre cela avec l'énergie vitale. Il faut combattre cela avec l'énergie vitale, donc avec la prise de conscience et tout cela. Alors ensuite, nous passons aux métaformes. Alors, ce qui est d'intéressant ici, c'est là où j'appelle ça dialogue avec Gauguin. Gauguin, il a été une référence pour moi. D'accord ? Et avec les signes que moi je crée, je dialogue avec Gauguin. Je dis, ça c'est l'arrêt loup, là c'est l'arrêt moins. Ça c'est ta façon de représenter. Hein, c'est ton mode de représentation. C'est le paysage qui est au fond, au centre. C'est un poster d'une peinture de Gauguin qui représente un paysage tahitien. Et par-dessus, il y a un ensemble de signes représentant des agriculteurs. Alors, de chaque côté, il y a Laou, le Madjumbe, le Kotla. Pour moi, ça suffit pour représenter un agriculteur. De par la relation qu'il entretient avec ses outils, avec ses plantes, avec ses animaux, c'est ce qui le caractérise. Donc, je le représente par la manière dont il établit une relation particulière et symbolique avec ses outils. Donc, si l'outil est noir, si l'outil est rouge et pointé vers le bas, ça veut dire qu'il travaille. Mais si l'outil est rouge et pointé vers le haut, ça veut dire qu'il est en grève, il est en lutte. Tu vois? Donc, avec ces outils, je le représente. Donc, avec Gauguin, là, Gauguin représente une scène de la nature, enfin, la campagne probablement à Tahiti. Et là, je dialogue avec lui, je lui dis, toi, tu représentes les choses comme ça, moi, je représente comme ça chez moi. Tu vois? Donc, la coupure, elle est faite. Et nous passons donc à métaforme. Métaforme, voilà. Alors, nous avions vu un coup de main semi-figuratif, symbolique, etc. Voilà un coup de main représenté avec des métaformes. Donc, tout en haut, très rapidement, tout en haut, il y a ce que j'appelle Fleur la vie Kassav mouche en miel. Fleur la vie Kassav mouche en miel, c'est la relation qu'il y a entre le soleil, la fleur, les abeilles et les seins d'abeilles, Kassav mouche en miel. La ruche qui est l'unité, vraiment une vision de l'unité et de la cohésion, du collectif, c'est très etc. Bien. Pardon. Et puis ça a une dimension un peu totémique, tu vois. Voilà, tout à fait. Juste en dessous, rapidement, c'est un pain bois, j'appelle ça mime, c'est fouillapin. Fouillapin, c'est l'abondance. Bien sûr. C'est l'abondance, mais l'arbre à pain a une particularité, c'est que les branches sont flexibles. Et donc, les fruits sont toujours en bout de branche, avec des feuilles autour, comme si ce sont des mains, et sous le poids, le fouillapin descend vers les gens, comme si l'arbre dit aux gens, tenez, mime. Donc je l'appelle mime. Ça n'a rien à voir avec... Tiens, non, ça veut dire tiens, mime. Voilà, c'est tiens, ça veut dire mime. La générosité du vivant. Voilà. Alors en dessous, il y a d'autres choses. Au milieu, là, il y a... N'explique pas tout pour qu'on ait le temps de voir les autres. Dis-nous. N'explique pas tout. Tu interviens, Catherine, s'il y a quelque chose que tu veux dire. Non, mais je trouve que c'est justement fascinant de montrer que là, on est dans les symboles. Oui. Donc, on comprend effectivement qu'il faut avoir un petit peu de connaissances, c'est vrai, pour lire. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de dire que ce travail-là, il est très riche, il y a beaucoup de choses à dire. Et avec toutes les codifications, à la limite, si les gens sont intéressés, ils peuvent eux-mêmes... se mettre à regarder différemment. C'est derrière parole qui n'est parole. Alors, j'ai eu une expérience au Lamantin, à la Maison de la Culture du Lamantin, où nous avions une rencontre avec le public martiniquais. Eh bien, je peux te dire que j'ai appris des choses avec ces peintures-là. D'accord. Soi-disant abstrait, les gens ne comprennent pas. Ah non, c'est pour ça qu'il faut intéresser le peuple. Nous avons présenté ça une fois dans un hangar à bananes à reculer. Oui.
On n'a jamais appris autant de choses sur la vie à la campagne. Et je trouve cette coupure avec le peuple, avec tous ces savoirs, ces trésors qui sont là, pas inexplorés, je trouve ça dommage. Alors, nous passons à l'autre image. Voilà. Alors ça, j'ai fait ça à mon retour de Guyane. Bon. J'appelle ça Kwaïb 4 croisés chou. Kwaïb 4 croisés chou. 4 croisés échou. Alors, je ne sais pas si je t'ai remis le texte. On voit autour, oui. Oui, voilà. Je vois. Alors, donc, le carrefour. De 85, voilà. 1985. 1985. D'accord. Ensuite, celle qui vient après. La Grande Assemblée. La Grande Assemblée. Alors ça, c'est... Ça, c'est une peinture majeure. C'est une métaphore majeure. C'est en parole Pousier qui est très fort. Alors... C'est une influence amérindienne qu'on retrouve... C'est africain. C'est africain. C'est kamite. Mais regarde, complètement kamite. Oui, ce que... comment il s'appelle il fait aussi ce genre de... Comment il s'appelle Victor Anissé. Non. Il était avec Césaire à la mairie, au CERMAC. René Louise. Oui, mais nous, c'est le groupe fromager. Mais lui, il ne se revendique pas de l'Afrique quand il fait ce genre de forme-là. Ah, si, quand même. Si, moi je l'ai entendu. Lui, il se réfère beaucoup au vaudou. D'accord. Okay. Oui, bon, je m'arrête là-dessus, oui. Mais il se réfère beaucoup au vaudou. D'accord. J'avais fait comprendre des apports indiens ou amérindiens chez lui. Il y a ça aussi chez nous, chez tout le groupe fromager, on retrouve un peu ça. Mais au fur et à mesure, l'aspect africain a tendance à émerger. Voilà. Et donc, si on peut revoir cette peinture, s'il vous plaît, voilà. Cette peinture vient d'une question que je me suis posée. Que se passait-il en Afrique du Sud pendant l'apartheid? Comment se fait-il que dans cette partie de l'Afrique, vous avez plus de 20 millions de Noirs qui sont dominés par à peine 2 millions de Blancs et tous les pays d'Afrique autour ne réagissent pas. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette peinture s'intitule Toute bas, nègre l'Afrique, nègre déro l'Afrique, ancêtres nègres, semblés pour dégager la Zanie. C'est le nom de la République sud-africaine. Alors, en français, que tous les nègres d'Afrique, de la diaspora et de l'au-delà, donc les ancêtres, s'unissent pour briser les murs de l'apartheid et libérer la Zanie. Si vous pouvez reprendre l'image, s'il vous plaît, je vais insister encore un petit peu là-dessus pour montrer la dimension symbolique. Donc tout en haut, vous avez le fleur la vie à savent mouche en miel. L'appel à l'unité. Au centre, vous avez 4 cœurs qui sont entrelacés dans un mouvement sans commencement ni fin. Oui. C'est l'Afrique, la mer, la terre-mer. Autour, vous avez une chaîne, un cercle, formé de maillons, qui formé avec les maillons d'une chaîne. Donc les chaînes qui nous ont amenés ici doivent nous permettre de nous unir autour de notre terre-mer, l'Afrique. Donc les 4 masques entrelacés. Et en dessous, vous avez le rocher d'Ochango, la hache double d'Ochango, qui va fondre, qui va casser les murs de l'apartheid. Et vous avez l'arc-en-ciel de la paix retrouvée, de l'harmonie retrouvée. J'ai fait ça en 1985. Oui, j'ai fait ça, c'était déjà... Et je ne savais pas que Desmond Tutu allait appeler ce pays la nation arc-en-ciel. Et ça avait déjà été fait. Voilà. Et donc, l'image suivante, Choukwaïb, on passe rapidement là-dessus. Voilà, Choukwaïb. Alors, c'est la représentation d'un Choukaraïb. La représentation symbolique de Choukaraïb. Voilà. Alors, et c'est présenté dans un jardin. Bon.
Et ensuite, on arrive à... Je voudrais que tu montres quand même l'image où tu dis que notre peuple se reconnaît en entier dans cette image-là. Hein? Oui. Parce que le temps, tu as vu que l'heure... Et aussi les lacs pour montrer qu'il est capable de faire autre chose complètement sophistiqué pour cette femme. Je fais des choix, tu n'es pas obligé de suivre. Métaphore numéro 6, c'est important. Alors, métaphore numéro 6. Jardin de la créativité. Oui, c'est jardin de la créativité. Pas créativité, créativité. D'accord. J'appelle ça l'aradaché. Oui. Alors, haché, c'est quoi? Haché, c'est la création. Chez les Yoruba. Bon, c'est le pouvoir de faire arriver les choses. Et le jardin que j'appelle l'arada, car en Guyane, en l'arada, c'est un jardin où tout pousse, où l'on plante, on cultive tout, même ce que l'on ne cultive pas, volontairement. Et donc, là, nous avons l'ensemble des panneaux, des métaphores qui sont présentés dans le jardin. Le jardin, c'est l'espace de la créativité par excellence chez nous. Ce qu'on appelle improprement jardin créole, etc. Improprement. Voilà, improprement jardin créole, c'est le jardin, c'est l'espace de notre créativité, de notre imaginaire, de notre pensée. Et puis de la survie, parce qu'on plantait pour toute l'année. Voilà. On plantait pour toute l'année. Et nous passons rapidement au nègre marron. Alors, le premier nègre marron coûte là. Voilà. Alors, c'était à tout le monde content. Voilà. Ça a été fait en 1972 à l'occasion de la commémoration de 23 mai. D'accord. Alors maintenant on dit 22 mai. 22 mai, mais c'était pour 22 et c'est toujours 23 mai. D'accord. Voilà, 1848. Alors ça a marché très fort, mais hyper fort. On a repris beaucoup. Alors on l'a repris beaucoup. Alors un an après, je donne une autre version, voilà, avec l'esclavisé romain dont on ne parle pas beaucoup, alors que c'est lui qui a déclenché le mouvement en frappant son tambour, en lançant le message avec son tambour. Et j'ai compris ça lorsque je suis allé en Guyane. Ah oui? Oui, parce qu'en Guyane, tambour capalé. Ils ont un tambour, mais ici on dit ça aussi, un tambour capalé. Et donc, j'arrive en Guyane et j'apprends qu'il y a ce qu'on appelle le tambour à Pinti. Le tambour à Pinti, c'est avec ce tambour qu'on transmettait les messages à travers la forêt. Voilà. Et ensuite... Moi, je dis juste de manière anecdotique que je suis né le 22 mai. Ah, sans blague. C'est vrai. Et enfin, alors l'autre, la troisième image du nègre marron, s'il vous plaît, pied coco nègre marron, voilà. Alors voilà pour moi, ça c'est la représentation symbolique. De la liberté? De quoi? L'émancipation? Entre guillemets, créole de notre imaginaire, de notre culture, du nègre marron. Pourquoi? J'appelle ça pied coco nègre marron. Le pied coco, alors ça je l'ai appris par un monsieur dont la grand-mère avait 20 ans en 1848 et qui lui disait qu'un pied coco, c'est un nègre vaillant, c'est un nègre ambitieux, c'est un nègre qui a monté haut. Et puis Coco, c'est exactement mais le sexe de l'homme qu'on appelle Coco, ça n'a aucune réalité scientifique. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais je te parle de ça. Il doit y avoir quelque chose, un rapport avec cette représentation de puissance aussi. Hein? Le sexe de l'homme est appelé Coco chez nous, non? Oui, mais n'empêche que le pied Coco, c'est un symbole féminin. Je ne sais pas, mais, mais on n'a pas, mais on n'a pas dissocié les deux. La personne qui a le nom, qui a gardé le nom du coco, c'est l'homme. Non, c'est pas grave, c'est pas important. Maintenant, je crois que la calebasse, les lacs, absolument. Fais vite parce qu'on a fait au moins une lac. On explique la calebasse et on va clore pour que. Alors la calebasse, dans mes recherches, il y a deux aspects. Il y a l'aspect métaphore, peinture, etc. Mais aussi création d'objets. D'accord. Création d'objets à partir de matériaux que nous avons. Donc ici, la calebasse. C'est l'occasion d'utiliser la calebasse comme un support
pour transmettre aussi des signes, à savoir les signes du musée départemental qui représentent généralement les cultures autochtones de nos autochtones et pas amérindiennes. Amérindien, ça n'existe pas. C'est un mot tout à fait impropre. Amérindien, ça ne veut rien dire. Ça, c'est les Européens, leur fantasme. Pas? Et donc, calebasse laquée, donc il fallait faire quelque chose de très beau, comme on dit chez nous. C'est épi mielleux qu'après mouche, mais pas épi vinaigre. Donc, si nous voulons que nos objets entrent chez les Martiniquais, il faut que ce soit de très beaux objets, avec une qualité esthétique indéniable, et inscrire les signes, aussi bien Kalinago, etc., que nos signes, pieds fouilles à paix, machin, etc., pour que ça entre chez les gens. Parce que ce n'est pas les grandes peintures que les gens vont mettre chez eux. Hein? Donc c'était ça, et puis les panneaux laqués, les deux autres panneaux laqués qui viennent après. Si on a le temps. Peut-être que Manuela va arrêter, parce que c'est déjà l'heure, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on dit, Catherine, pour terminer? On voulait vous présenter, chers amis, quelque chose de plus centré sur nous-mêmes. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la transition entre le moment où je me rends compte que je suis complètement aliénée, que je suis en dehors de moi-même. Qu'est-ce qui, d'abord, m'éveille à moi-même et comment je vais assumer cet éveil-là, c'est-à-dire essayer de devenir moi-même. Bon, je ne sais pas si on ne devient jamais soi-même, mais en tout cas, il y a une quête et on peut être dedans pour se sentir se posséder, puisque très souvent, nous sommes toujours dans la quête de l'acceptation de l'autre, et ce malaise-là crée chez nous un manque d'estime de nous-mêmes qui fait qu'on se sent très souvent très vite déstabilisé. Et parmi nos caractères, nos mentalités, les défauts qu'on nous reproche, il y a cette insécurité qui est bien inscrite en nous. Et elle n'est pas une vue de l'esprit. Nous sommes, bien sûr, dans des rapports avec nous-mêmes, avec les autres, qui dégagent ce sentiment d'insécurité. Voilà. Catherine? Moi, ce que je peux ajouter à ce que vous venez de dire, c'est que la sociologie de l'art, dans ce cas présent, et cet exemple présent, justement, nous montre que cette quête, elle est partagée aussi par les artistes. L'autre jour, on se posait un peu la question de savoir comment nos artistes, donc pas tous les artistes évidemment, mais comment les artistes essaient d'appréhender leur réalité et s'inscrire dans leur espace. Là, on a bien vu que c'était physiquement possible. Et comment les objets peuvent rentrer dans l'espace du Martiniquais et contribuer pour le coup. Maintenant qu'on est dans un monde de plus en plus urbanisé, on va voir comment cet enracinement dans la nature, dans les représentations, comment ça peut se faire. Parce que vivre dans une cité aujourd'hui, qu'est-ce que l'imaginaire de nos populations a subi comme transformation quand elles décident d'être en quête d'elles-mêmes. Et toi, Bertin, tu dis quoi à nos téléspectateurs pour terminer? Alors, moi, ce que je retiens de tout ce travail que j'ai fait, c'est que je dis que je ne suis plus dans la dénonciation, je suis dans l'énonciation. Donc, je fais des propositions, je propose aux gens de comment nous pouvons nous regarder nous-mêmes et regarder et étudier ce que nous avons autour de nous. Et c'est ce qui a motivé ma rencontre avec Catherine, c'est la question de la sémiologie. Nous devons faire la sémiologie de toutes nos données culturelles, de tout ce que nous avons autour de nous, les étudier, pour en faire des poèmes, pour en faire de la musique, bref, pour pouvoir nous transmettre cette force que nous sommes, que nous avons et que nous sommes. D'accord. Mais c'est formidable pour ça, chers amis. Il faut que vous sortiez, parce que quand on vient en Martinique maintenant, on n'a pas l'impression qu'il y a des Martiniquais dedans. Vous êtes enfermés dans des salles, dans des télés, dans des trucs. Sortez chez vous. Montrez que ce pays-là est habité par des gens, pas par des touristes
qui ont l'impression que le pays est vide. C'est très frappant. Donc sortez, regardez, inspirez-vous, imprégnez-vous de votre nature pour justement savoir sentir que vous êtes en harmonie avec elle. C'est important, se chercher et puis peut-être se trouver, pas forcément de la bonne façon, mais essayez, c'est un bel exercice. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter. Et puis on vous remercie d'avoir été là. À bientôt.